Faut-il redouter un krach du marché immobilier? Évidemment, cette question, on se la pose aujourd'hui sur Boursorama puisqu'il y a des annonces qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement. Sébastien Ley, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, chercheur associé à l'Institut Thomas More. On se la pose cette question, voilà, je le rappelle, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour. Enfin, on va avoir l'intégralité du plan de réforme du gouvernement en matière de logement et d'immobilier. Et on sait que l'immobilier est au cœur aussi de l'actualité avec beaucoup d'annonces en matière de réforme fiscale. L'impôt sur la fortune, voilà, et puis aujourd'hui on parlera PA de prêt et prêt au zéro, Pinel et APL. Tout ça, selon vous, ne sera pas sans impact sur le marché immobilier français? Non, on va essayer d'analyser la question ensemble, mais d'abord, ce gouvernement, c'est le premier depuis longtemps qui a un véritable corpus idéologique en la matière. Au mois d'avril, rappelez-vous, vous receviez Jean Pisani-Ferry. Et en fait, Jean Pisani-Ferry, pour le compte d'Emmanuel Macron, a repris des thèses sur l'immobilier qui étaient défendues depuis des années par Jacques Attali et aussi par un auteur dont je vous recommande la lecture, qui est Yves-Jacquin Depère, qui a sorti un très très bon ouvrage qui s'appelle « La réconciliation fiscale ». Et c'est dans ce livre que Depère vous explique en fait que l'immobilier est un facteur d'aggravation des inégalités et s'apparente à une rente immobilière. Également, il explique dans ce livre, c'est un conseil qu'il donne déjà à Emmanuel Macron, que l'immobilier c'est du capital immobile. Vous pouvez le taxer beaucoup plus lourdement parce qu'il ne partira jamais. Voilà la vision. Alors moi, c'est une vision contre laquelle j'aimerais m'inscrire en faux pour deux raisons. D'abord, l'immobilier, on le sait ici à Boursorama, c'est un secteur à part entière de l'économie, c'est même une locomotive de notre croissance. On connaît tous l'adage, quand le bâtiment va, tout va. C'est 10% du PIB. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'on entend dans la bouche encore une fois d'Emmanuel Macron qui nous dit qu'en gros, il faut taxer la rente immobilière, qu'il faut que l'épargne des Français, on a compris, finance ce qui est vraiment productif en France. Et les chiffres ne disent pas ça. Et il a tendance à oublier que c'est un secteur important pour l'économie française. PricewaterhouseCoopers a sorti une étude l'an dernier qui montre que c'est le secteur qui a le multiplicateur d'investissement le plus important. Vous investissez 1 million dans l'immobilier et dans la construction, vous générez 2,3 millions de PIB supplémentaires. Par ailleurs, il ne le sait pas, ça, Emmanuel Macron? Si, il le sait, mais il se concentre aussi sur un autre aspect qui est que le but de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de forcer les Français à réallouer leur épargne, qui est aujourd'hui massivement investie dans l'immobilier, vers les startups et les entreprises de croissance, en espérant que la bascule se fera rapidement. Il faut rappeler quand même que l'immobilier, c'est la classe d'actifs la plus prisée des Français. Alors vous et moi, on sait que 60% des ménages français sont propriétaires de leurs biens, mais 70% des ménages français considèrent également que le premier et seul investissement qu'ils feront de leur vie, ça sera l'immobilier. L'immobilier physique, mais aussi de nombreux véhicules de placement que vous connaissez très bien sur Boursorama, comme les fameuses SCPI, OPCI. Mais en quoi c'est productif pour l'économie réelle? Alors, deux aspects. D'abord, c'est productif pour l'économie réelle quand il y a de la construction. Deuxièmement, la structure du système français, du système fiscal, a fait qu'en termes d'épargne, les Français considèrent depuis longtemps que le seul domaine qui est sûr pour leur épargne, outre la dette d'État, c'est l'immobilier. Alors, on peut les forcer, on en parlera, c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un risque de correction, à sortir de l'immobilier comme produit de placement. La question, c'est vont-ils faire la bascule vers les startups, pour simplifier, comme le souhaite Emmanuel Macron? Ouais. L'immobilier monte depuis quoi, 97, 98, je ne sais pas, ça nous ramène à 20 ans en arrière. Il y a quelque chose qui a changé depuis 3-4 ans, parce qu'il y a beaucoup de Cassandres qui nous disent il y a une bulle sur le marché immobilier, mais objectivement, enfin, comment est-ce qu'on la mesure? Et puis, non, c'est la bulle, on l'entend depuis, je sais pas, depuis 5-7 ans, et les prix ont continué à augmenter, donc ceux qui disent ça, ils regardent passer le train, quoi. Alors, quand on regarde en fait l'immobilier, il faut séparer vraiment deux compartiments. L'immobilier commercial, bureau, commerce, et le résidentiel. Pour le résidentiel, vous avez un auteur français qui est un peu exemplaire à la matière, qui est Jacques Frigit. Il regarde un ratio très simple, c'est le prix moyen des logements divisé par le revenu disponible des ménages par an. Et on voit qu'il y a un écartement. C'est ça. Vraiment, il faut voir ce graphique, on voit l'écartement entre ce que gagnent les Français et le prix de l'immobilier. Et voilà, on se dit que c'est intenable, mais ça ne fait que s'écarter jusqu'au jour où ça corrige. Oui, et ça a déjà corrigé. En fait, ce ratio, si vous regardez l'après-Seconde Guerre mondiale, il était environ de 1. Et puis à la fin des années 80, en 4-5 ans, il est monté à 1,5. Vous avez eu un krach. Le dernier krach immobilier français, il remonte au début des années 90. Ouais. Et puis, il a commencé à nouveau à augmenter il y a véritablement 4 à 5 années. Nous en sommes à 1,7 et même à Paris 3. Donc, objectivement, si on regarde ce ratio-là et qu'on compare à la situation des années 90, on peut très bien avoir une correction. Et oui, la constitution de la survalorisation de la bulle, ça prend au moins 4 ou 5 ans. Oui, en même temps, encore une fois, tous les experts qui nous parlent d'éclatement de la bulle immobilière depuis 3-4 ans en sont pour leurs frais, puisqu'il n'y a pas eu d'apocalypse, bien au contraire. Non, alors la question pour toute bulle, c'est quel est le catalyseur, qu'est-ce qui fait que la bulle va éclater? Et ma théorie aujourd'hui, et nous verrons bien l'an prochain, c'est qu'un des risques possibles d'éclatement de la bulle immobilière, ce sont les nouvelles mesures du gouvernement
Hier, on a eu plus de détails, par exemple, sur le fameux impôt sur la fortune immobilière. Vous savez, cet impôt qui remplace l'ISF. Eh bien, l'IFI, on l'appellera comme ça, va intégrer non seulement l'immobilier physique, mais aussi tous les produits de placement, si vous voulez, immobilier, comme les SCPI, que vous pouvez détenir en direct ou via l'assurance vie, les OPCI. Ça restera dans la base taxable de l'impôt sur la fortune immobilière. Exactement. Ce qui veut dire que des gens qui, à l'heure actuelle, n'étaient pas intégrés à l'ISF, du fait de leur investissement dans cet immobilier de placement, seront taxés à l'IFI. Et donc le risque, c'est quoi? C'est que les SCPI, l'an dernier, ont collecté 8 milliards d'euros. Ce sont des sommes énormes. Le risque, c'est que si vous avez un changement fiscal brutal l'an prochain, vous aurez de la décollecte, peut-être des rédemptions. Et donc ces véhicules eux-mêmes qui détiennent l'immobilier de bureau de commerce seront vendeurs sur un marché qui est déjà saturé et en survalorisation. Et c'est là que la bulle peut être corrigée. Ouais, en même temps, l'ambition du gouvernement, au travers du projet sur le logement, c'est juste de construire plus vite et moins cher. C'est pas qu'il y ait une correction sur le marché immobilier. Alors pas uniquement. Alors effectivement, bien évidemment, ils ne recherchent pas un crack immobilier, ça c'est évident. On ne va pas leur prêter de mauvaises intentions. Ils recherchent deux choses, qui est plus de logement, qui est un choc de l'offre. Ça c'est plutôt un bon aspect. Le second point, c'est qu'il y a quand même cet objectif de réallocation de l'épargne. Leur pari, c'est que la bascule peut se faire rapidement et de manière saine entre l'assurance vie, notamment qui stérilise l'épargne des Français pour eux dans l'immobilier, et l'investissement dans les startups. On voit, c'est concomitant à la mise en place de la flat tax. La question, c'est de savoir si dans la culture de l'épargnant français moyen, cet épargnant français moyen va arriver à se délester de l'immobilier ou accepter une correction immobilière et investir massivement dans les startups. Oui, à un horizon de 10 ans. La question, c'est est-ce que ça peut fonctionner en 18 mois? Ouais. Après, encore une fois, dans toutes les mesures qui sont annoncées, quelle est celle qui peut justement jouer le rôle de catalyseur? À vous écouter, le coût des SCPI qui reste dans la base taxable à l'ISF, c'est ça qui provoque un début de correction? Pas uniquement, vous avez l'assurance vie. Quand vous regardez les compartiments de l'assurance vie, 16 milliards d'euros de collecte par an, c'est d'abord du monétaire, de l'obligataire, mais également de l'immobilier. Pour l'assurance vie, au-delà de 100 000 euros, vous passez de 23% à 30% en taxation. C'est un produit qui va être de moins en moins intéressant. Donc vous avez quand même beaucoup de leviers. Au-delà de 150 000 euros, exactement. Donc vous avez quand même beaucoup de leviers qui sont actionnés. Vous parliez du logement et du choc de l'offre. Paradoxalement, s'il fonctionne trop bien, là aussi vous aurez une correction sur le résidentiel, puisque si vous construisez massivement dans les zones tendues, les prix vont se corriger. Donc vous avez plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. En temps normal, ces leviers-là auraient pu passer. Le risque, c'est qu'ils interviennent justement au moment où on se pose déjà depuis 2-3 ans la question de la bulle immobilière. C'est la conjonction d'un côté de survalorisation, d'un marché tendu, avec cet afflux de liquidités qui vient des banques centrales dont on parle très souvent sur Boursorama, d'un côté, mais ça en soi on a vu que la bulle n'explosait pas, et de l'autre côté, des mesures qui peuvent paraître anodines, mais qui en réalité vont avoir un impact sur les valorisations. Qui pourrait avoir un impact. Rien n'est moins sûr, mais vous pointez le risque. En fait, je pointe le risque, c'est ça l'idée, c'est de me dire, c'est un peu un signal que j'envoie au gouvernement aussi, attention, vos mesures elles seront définitivement mises en place second semestre 2018. On a déjà des taux de rendement qui n'ont plus aucun sens dans l'immobilier. Si vous mettez les deux côte à côte, la situation peut être explosive et c'est l'essentiel de l'épargne des Français. Voilà, c'était le point de vue donc de Sébastien Lay, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci à vous. Merci.